Bonjour à tous et bienvenue aux conférences de l'Observatoire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'incontinence urinaire. Est-ce qu'on peut la traiter sans chirurgie ni médication? Alors, non seulement je vais vous parler de la problématique de l'incontinence, mais aussi je vais vous donner des trucs pour prévenir cette problématique-là. Peut-être c'est un peu fort, hein, Tony? Non? C'est bien? OK. Parfait. Alors, que vous ayez le problème, que vous n'ayez pas le problème, c'est une problématique qui est très prévalente en vieillissant. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner, comme je vous ai dit, des exercices et des trucs pour aider à prévenir cette problématique-là ou, le cas échéant, la traiter. Et comme Dr Davignon disait, c'est une problématique qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes. Et on a la même musculature, donc autant les hommes et les femmes peuvent s'aider par ces exercices-là. Alors, je m'adresse à tout le monde aujourd'hui, même si mon titre là, est plus au niveau des madames. Mais vous allez voir un petit peu pourquoi là, tout à l'heure. Alors, on va commencer. Alors, qui je suis? Chantal Dumoulin. Je suis professeure agrégée à l'École de réadaptation. Alors, moi, à la base, je suis physiothérapeute. C'est donc pourquoi je vais vous parler d'exercices et de musculature à la base du bassin. Parce que l'incontinence, il y a plein de conditions de santé qui peuvent la causer, mais dans la plupart des cas, il y a un lien avec une musculature à la base du bassin qui est affaiblie, qui est fatiguée et qu'on peut justement entraîner. Alors, c'est pour ça là, que c'est mon background qui fait en sorte que je viens vous parler aujourd'hui. Et je suis également titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé urogynécologique et vieillissement. C'est un long titre. C'est ici au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie et on a des projets de recherche où actuellement on traite l'incontinence urinaire chez la femme. On n'a pas présentement de projet chez l'homme, mais on a des projets chez la femme. Donc, à la fin de la présentation, si vous voulez, j'ai mon assistante avec moi, mon étudiante Laura-Anne à l'arrière. On a des pamphlets pour ceux ou celles qui seront intéressés à avoir de l'information sur nos projets de recherche. Alors, le contenu de ma conférence aujourd'hui, dans un premier temps, je vais tester vos connaissances au niveau de l'incontinence urinaire. On va parler de mythes et de réalités. Ensuite, on va parler des différents types d'incontinence urinaire parce qu'il y a différentes possibilités d'avoir de l'incontinence urinaire. Il y a de l'incontinence urinaire à l'effort, de l'incontinence urinaire d'urgence, et chaque type va demander une intervention différente. Donc, c'est bien important de pouvoir identifier le type d'incontinence urinaire. Ensuite, on va parler des traitements conservateurs. Puis là, attention, je ne fais pas de politique aujourd'hui du tout. Les traitements conservateurs, ce sont des traitements qui ne vont pas impliquer d'effets secondaires ou en fait très peu, comme les exercices, la rééducation de la vessie. Parce que des fois, notre vessie nous mène un peu, ce n'est pas nous qui menons notre vessie, puis on peut la rééduquer, notre vessie. Et finalement, des changements de comportement et de mode de vie qu'on peut faire pour aider à prévenir ou traiter les problématiques d'incontinence. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, vous êtes prêtes à parler des mythes et réalités? Oui? Alors, ma première question. L'incontinence urinaire fait partie intégrante du vieillissement normal. Est-ce que c'est vrai? Oui, non. Il y a des oui, il y a des non. Est-ce que ceux qui disent oui veulent lever la main? OK. Les non, c'est les autres? Non? Ou on ne le sait pas? Il y a plus de non que de oui. Je pense que vous avez raison. Effectivement, la prévalence augmente avec l'âge, mais ce n'est pas vrai que parce qu'on vieillit, on doit automatiquement développer des problématiques de fuite d'urine. Et c'est quelque chose qui peut se traiter même à tous âges, finalement. Okay? Alors, c'est faux. L'incontinence urinaire affecte plus de 50% des femmes de 60 ans et plus. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Vrai? La majorité? Faux? Il y en a qui disent faux, mais la majorité remporte. Effectivement, c'est vrai. Alors, 50%
des dames qui ont des fuites d'urine après 60 ans. Et là, est-ce que vous savez les pourcentages pour les hommes? 45. C'est un peu moins que ça, moi, je vous dirais. 10% des hommes vont avoir des fuites d'urine. Et pourquoi il y a une si grosse différence entre les hommes et les femmes? Puis c'est de là que venait mon titre, parce qu'au départ, on s'adressait plus aux femmes, mais là, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes ici aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont jamais accouché. Ils n'ont pas accouché. Parce qu'ils n'ont pas accouché. C'est un bon point. Hein? Parce que toi, tu es là. Parce que moi, je suis là. Non, écoutez, la raison pourquoi l'incontinence est plus prévalente chez les femmes, vous avez bien raison, c'est à cause de l'accouchement. L'accouchement, à cause aussi des changements hormonaux, de la ménopause, ce sont les moments où il y a plus de développement d'incontinence urinaire. Puis on va voir un petit peu plus tard que la musculature chez les femmes, parce que nous, les femmes, on a, justement parce qu'on accouche, on a le vagin par lequel le bébé va sortir, bien, on a un petit peu moins de musculature. Et ça fait en sorte que si on a un peu moins de musculature à la base de notre bassin, bien, on a un petit peu moins de facilité à retenir les urines, à retenir les gaz. Donc, c'est pour ça que les femmes vont avoir plus de problématiques urinaires. Chez les hommes, les problèmes d'incontinence vont être plus souvent reliés aux problématiques de prostate, chirurgie de prostate, et quand on enlève le cancer là, qui est autour de la prostate, des fois, on doit enlever aussi un petit peu de sphincter de l'urètre, donc un petit peu de musculature parce que le cancer est un peu pris dedans, et ça fait en sorte que là, l'incontinence peut se développer. Okay? Donc, la majorité du temps, c'est relié avec le cancer, mais en vieillissant, la musculature chez l'homme peut s'affaiblir aussi, et quoi qu'elle est un petit peu plus importante, bien, elle peut s'affaiblir, puis il y a de l'incontinence qui peut s'installer sans qu'il y ait de chirurgie de la prostate. Mais c'est plus rare. Donc, ce qui veut dire qu'étant donné que c'est une problématique musculaire dans les deux cas, bien, on va pouvoir vous aider. Alors, vous aviez bien raison de dire qu'il y avait plus de 50% des femmes là, qui avaient ce problème-là. Oh, là, j'ai mis ma réponse. L'incontinence peut être un problème gênant et dramatique avec des conséquences importantes pour les patients, pour les femmes, les hommes, en fait. Oui, c'est vrai, parce que l'incontinence, Dr Davignon le disait, c'est une problématique qu'on peut dire qui est honteuse. On ne va pas parler qu'on a cette problématique-là d'incontinence, mais dans les études, moi, je vois qu'il y a un lien entre l'incontinence et le fait de s'isoler. On va moins faire d'activités. On n'ira pas à notre partie de bridge parce qu'on n'a pas le goût de se lever 10 fois pendant la partie pour aller à la toilette. On n'ira plus faire des voyages parce que là, on se dit, bien, il faut que je me lève souvent, il faut que je laisse le groupe souvent pour aller à la toilette. On va aussi moins faire d'activités physiques. Il y a un lien entre l'incontinence et l'augmentation du poids parce que la personne va moins être active parce qu'elle a peur d'avoir des fuites d'urine dans l'activité de marche, dans différentes activités sportives. Il y a un lien entre l'incontinence et la dépression aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui nous affecte, qui nous isole, donc il peut y avoir un lien avec la dépression. Alors, vous pouvez voir que ce n'est pas juste un petit problème bête, l'incontinence, mais ça peut amener à d'autres problématiques. En fait, il y a un lien très étroit entre l'incontinence et les chutes. Si on y pense comme il faut, on se lève la nuit, puis on a de la difficulté à retenir nos urines, puis on court aux toilettes, on se dépêche, bien, on pourrait s'enfarger, puis chuter, fracture de hanche. Alors, c'est pas banal, l'incontinence urinaire, c'est ce que je voulais vous dire, donc il faut s'en occuper. Alors, si on continue... Il y a des gens diabétiques aussi, peut-être? Oui. Il y a différentes problématiques de santé qui vont faire en sorte d'accentuer la problématique d'incontinence urinaire. Effectivement, vous avez raison. Des problématiques aussi au niveau peut-être d'un AVC, où là, l'incontinence va se développer. Oui. Alors, les personnes atteintes tardent souvent à consulter. En moyenne, 7 ans. Est-ce que vous pensez qu'on a ce problème-là puis on consulte tout de suite ou on tarde? On tarde. On tarde, hein? Et c'est vrai que c'est en moyenne 7 ans. Les gens n'en parleront pas tout de suite. Des fois même, moi, ce que j'entends dire, c'est
Pourtant, mon médecin me demandait toujours si j'avais des fuites d'urine. Puis je me disais, c'est pas si important que ça. J'ai dit non au début. Puis après quelques années, il me posait toujours la même question. J'en ai parlé. Donc, effectivement, c'est un problème important. Les gens en parlent peu, ne consultent pas pour ça. Et souvent, quand on consulte, bien, ça commence à être plus important, malheureusement. Et si on s'y était pris avant, bien, on aurait peut-être pu le régler plus rapidement, ce problème-là. Les traitements actuels permettent de traiter l'incontinence urinaire dans la majorité des cas. Et les traitements actuels, bien, il y a les traitements conservateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, les chirurgies, les médications. Est-ce que vous pensez que tous ces traitements-là peuvent, grosso modo, traiter pas mal là, tous les types d'incontinence? Plus ou moins, oui. Effectivement, on ne va peut-être pas guérir, mais on va améliorer avec ces différentes interventions-là. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, je viens vous parler des traitements conservateurs. Dans 80 des cas, le traitement conservateur va être suffisant. Alors, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, c'était bien, vous avez bien répondu, mais j'ai l'impression que vous en avez encore un petit peu à apprendre. Vous êtes d'accord? Oui. Fait que vous restez? Oui, OK. Alors, on va parler maintenant de l'incontinence urinaire. On va définir l'incontinence urinaire. Toute perte involontaire d'urine dont se plaint une personne. Alors, l'incontinence urinaire, là, c'est pas nécessairement une personne très, très âgée qui a une couche, là. Toute perte involontaire d'urine dont se plaint une personne. Alors, ça peut être une dame, après l'accouchement, qui tousse, qui éternue, qui fait de l'exercice puis qui a des fuites d'urine. L'incontinence urinaire, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui arrive à la maison, qui met la clé dans la porte, qui se dépêche et qui court, puis en se rendant aux toilettes, il y a quelques petites gouttes. Alors, ça n'a pas besoin d'être des quantités importantes, ça n'a pas besoin non plus d'être à tous les jours. C'est défini largement comme toute perte d'urine qui va affecter une personne. Il existe 5 types d'incontinence, ils sont ici. Alors, les trois premiers types, on va en parler plus en détail parce que ce sont ceux qu'on retrouve là, le plus souvent chez les gens. Mais il y en a 5. Donc, il y a l'incontinence d'effort, l'incontinence d'urgence et l'incontinence mixte. Ceux-là, je les laisse de côté parce que, comme je vous dis, on va en parler plus en détail. Sinon, il y a l'incontinence par regorgement. L'incontinence par regorgement, c'est l'incontinence qu'on voit chez les messieurs qui ont des problèmes d'hypertrophie de la prostate. Alors, la prostate va venir entourer l'urètre. Et l'urètre, c'est le petit tuyau qui descend là, après la vessie. Alors, si l'urètre, elle est entourée par une prostate là, qui est hyperplasique, qui est grosse, bien, elle va empêcher l'urine qui vient de la vessie de s'écouler. Et là, à ce moment-là, la vessie va se remplir. Puis là, mon monsieur, il va avoir de la difficulté à vider. Et à un moment donné, il va tousser. Et là, par regorgement, par trop plein, il y a une petite fuite d'urine qui va s'écouler. Parce que là, il y en avait vraiment beaucoup. Puis parce qu'il y a une pression intra-abdominale, parce qu'il a toussé et éternué, le surplus va s'évacuer. Ça, c'est de l'incontinence par regorgement. Ce qu'il faut faire pour traiter cette problématique-là, c'est bien sûr intervenir au niveau de la prostate pour que l'urine puisse s'écouler avant de faire des exercices. Là. Alors, dans ce cas-là, les exercices ne seraient pas utiles, il faudrait avoir une intervention. Incontinence fonctionnelle maintenant. L'incontinence fonctionnelle, c'est une incontinence qui n'est pas liée au système urinaire. Ça pourrait être, par exemple, c'est lié avec la fonction. Donc, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui n'est pas tout là dans sa tête, au niveau cognitif, qui n'est pas tout là et qui ne réalise pas qu'il a besoin d'aller uriner. Puis, finalement, bien, cette personne-là va perdre ses urines dans sa culotte. Donc, vous comprenez, c'est de l'incontinence fonctionnelle. C'est sa fonction qui fait en sorte que cette personne-là perd. Ça pourrait être une personne qui a un problème d'arthrose ou d'arthrite très sévère et qui n'arrive pas à se rendre à la toilette suffisamment rapidement. Alors, son système urinaire va bien, mais son système fonctionnel est tellement déficient que cette personne-là n'arrive pas à aller aux toilettes à temps puis elle a une fuite d'urine. Vous voyez la différence?
Donc, ces deux derniers, je ne vous en parle pas aujourd'hui, ou peu, parce que les traitements conservateurs sont moins applicables. Mais je voulais quand même que vous les connaissiez. Alors, voici ceux qui nous intéressent. L'incontinence urinaire d'effort. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui. Oui? Je ne vais pas trop vite? Non. Parfait. Alors, la définition d'incontinence urinaire d'effort, c'est une fuite accidentelle d'urine. Alors, généralement, ce n'est pas une grande quantité. C'est quelques gouttes, c'est un jet. Ça peut se répéter dans le temps, là, mais à chaque fois, ce n'est pas une très grande quantité. Et ça va arriver lors d'une activité physique. Alors, c'est pour ça qu'on dit à l'effort, c'est à l'effort physique. Alors, ça va se produire si on tousse, par exemple. Alors, quand on tousse, on augmente la pression dans notre abdomen sur notre plancher pelvien, sur notre vessie, et là, il y a un petit écoulement qui peut se produire. Donc, à la toux, à l'éternuement, à la rire, au rire. Fais-moi pas rire, je vais faire pipi dans mes culottes. Hein? On a sûrement déjà entendu notre grand-mère ou notre tante nous dire ça. En soulevant un objet. Alors, quand on fait du jardinage, par exemple, on lève des sacs de terre. Il y a une dame qui lavait ses fenêtres à l'automne, puis elle me disait, « Chantal, quand j'essaie de lever mon châssis, et là, elle bloquait sa respiration, il y avait une pression et elle avait des fuites d'urine. » Donc, soulever un objet, ça peut être soulever un petit enfant. Et aussi, quand on pratique des exercices, ça peut être soit juste marcher, ça peut être courir, ça peut faire différents exercices où on ouvre les jambes et c'est vraiment à l'effort physique. Est-ce que ça va pour ce type d'incontinence-là? Souvent, ce type d'incontinence-là, je vous dirais, dans la majorité des cas, il est lié avec une faiblesse musculaire du plancher pelvien. Donc, si vous avez déjà eu ces symptômes-là, dites-vous qu'en entraînant vos muscles du plancher pelvien, puis je vais vous en parler tout à l'heure, bien, vous pouvez grandement réduire cette problématique-là. OK. Deuxième type d'incontinence, incontinence urinaire d'urgence. Et là, il y a une nouvelle terminologie. Vous allez peut-être voir dans des revues urgenturie. Incontinence urinaire d'urgenturie. Un grand mot, un petit peu plus complexe, mais qui veut dire la même chose. C'est une fuite involontaire d'urine accompagnée ou immédiatement précédée par une envie soudaine et pressante d'uriner. Alors, cette fois-ci, la personne, elle n'a pas nécessairement toussé, elle n'a pas éternué, il n'y a pas une pression, mais tout d'un coup, elle va sentir une envie extrême d'uriner. C'est généralement une bonne quantité qu'elle va perdre parce qu'elle a tellement envie qu'elle n'est pas capable d'arrêter le flot d'urine. Et le meilleur exemple pour ça que je vous donnerais, c'est quelqu'un qui arrive à la maison. Je vous parlais tout à l'heure, on met les clés dans la porte. Et là, on dirait que parce qu'on est proche de la maison ou parce qu'on est proche de la toilette, c'est encore pire. Et là, ça nous prend, on a une envie très pressante et on a de la difficulté à se rendre. Et tout le long qu'on va se rendre aux toilettes, bien, ça va être difficile de retenir ses urines. Ça, c'est de l'incontinence d'urgence ou d'urgenturie. Généralement, ce n'est pas seulement que le muscle qui est impliqué, c'est aussi la vessie qui est trop nerveuse, qui contracte trop pour pousser l'urine à l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, on va devoir travailler le muscle, mais on va devoir aussi calmer la vessie. Et pour calmer la vessie, on fait un entraînement qu'on appelle une rééducation de la vessie. Alors, il y a des techniques qu'on peut faire pour rendre les vessies moins nerveuses. Un autre exemple, c'est, disons qu'on voudrait aller dans la douche, on entend le bruit de l'eau qui coule. Hein? Ça peut nous donner envie, mais si ça nous donne une envie très pressante puis qu'on n'est pas capable de retenir les urines, là, c'est un problème un petit peu plus important. Là, il va falloir faire un entraînement musculaire et de la vessie. OK? Les pieds froids, on est encore dans l'hiver. Ben non, on est le printemps aujourd'hui, je pense. Hein? Mais ça ressemble encore à l'hiver. Quand on a les pieds froids, ça peut nous donner cette envie pressante-là aussi. Si ça fait en sorte qu'on perd, bien, à ce moment-là, c'est de l'incontinence urinaire d'urgence ou d'urgenturie. OK.
Le troisième type d'incontinence qui est très fréquent, c'est l'incontinence urinaire mixte. Et ça, c'est tout simplement une combinaison des deux premiers dont je vous ai parlé. Alors, ce sont les mêmes symptômes. On a autant des fuites à la toux, à l'éternuement, à l'effort, qu'on a des fuites avec des envies pressantes. Et je vous dirais qu'en vieillissant, c'est le type qu'on retrouve le plus souvent, ce type-là d'incontinence mixte, où on a les deux portraits en même temps. Et ça, c'est très embêtant parce que non seulement on va perdre avec des activités, fait qu'on va faire moins d'activités, mais en plus de ça, on va souvent perdre des grandes quantités parce qu'on a d'incontinence d'urgenturie. Donc, c'est vraiment le type qui est le plus handicapant. OK. Mais là, c'est la partie triste de mon histoire, hein? Donc, il y a de l'incontinence, c'est prévalent, mais ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a des traitements qui sont efficaces. Et comme je vous ai dit, 80%, entre 75 et 80% des cas d'incontinence de ces trois types-là peuvent être aidés grandement, sinon complètement guéris, par des traitements conservateurs. Alors, les traitements conservateurs, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les exercices, la rééducation de la vessie et les changements de comportement. Ce que ce n'est pas, ce sont les chirurgies et la médication. Donc, si vous faites les traitements conservateurs, vous n'avez pas d'impact. Ça veut dire que ça n'empêche pas que plus tard, vous puissiez faire d'autres interventions. Ce sont que ces traitements-là. Alors, pourquoi on ferait des traitements conservateurs? Bien, c'est parce que c'est des interventions qui sont simples, c'est facile. Ce sont des interventions peu coûteuses. Vous pouvez vous-même faire vos exercices à la maison si vous voulez. Vous pouvez vous-même changer vos habitudes si vous le voulez. Ce sont des traitements qui n'ont pas d'effet secondaire, sinon de se sentir peut-être un peu raqué les premières fois. Je vous dirais que ça ressemble à la première fois qu'on fait du vélo au printemps. Hein? Si vous faites du vélo encore ou si vous en faisiez quand vous étiez plus jeune, vous savez que les premières fois qu'on fait du vélo, là, on a les fesses un peu en compote, bien, ça ressemble à ça. Les premières fois, puis après ça, ça se normalise. Ça n'empêche pas, comme je vous dis, des traitements ultérieurs. Alors, si on parle des exercices du plancher pelvien, il y a de la littérature, en fait, il y a de la documentation de l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit que ça devrait être le traitement de première ligne dû à son efficacité et dû au fait que ça n'implique pas d'effets secondaires. OK? Alors, c'est efficace pour l'incontinence d'effort, d'urgence et mixte. Et ça comprend des exercices qui sont faits seuls. On va en faire tout à l'heure, si vous voulez, avec moi. Donc, des exercices actifs, des exercices avec une rétroaction ou des exercices avec une résistance. La plupart des études semblent nous montrer que les exercices actifs, simples, sont déjà très efficaces. Les exercices avec biofeedback, c'est des exercices qui sont faits avec des gens qui ont de la difficulté à comprendre comment faire le mouvement. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur permettre de visualiser leur mouvement. Alors, pour les femmes, on pourrait placer un petit tampon à l'intérieur du vagin. Pour les hommes, c'est un petit tampon qu'on met à l'intérieur de l'anus. Et la personne, en serrant son muscle, pourrait voir sur un écran d'ordinateur qu'elle fait bien les bons exercices. Alors, avec biofeedback, c'est lorsque la personne ne comprend pas bien, ne maîtrise pas bien l'exercice, c'est pour lui donner un feedback, une idée du mouvement. Avec résistance, bien, ça serait des exercices qui seraient faits avec des petits poids qu'on pourrait vouloir garder à l'intérieur d'un orifice, comme à l'intérieur du vagin, par exemple, ou à l'intérieur de l'anus. Et ça, il y a certaines études qui montrent l'efficacité de ces exercices-là, mais comme je vous dis, en général, les exercices simples sont suffisants et très adéquats. OK? Donc, je voulais quand même vous présenter les possibilités, mais les exercices simples sont très adéquats. Alors,
qu'est-ce qu'il faut savoir pour pratiquer les exercices du plancher pelvien? Bien, il faut, dans un premier temps, savoir à quoi on a affaire. La musculature du plancher pelvien. La musculature du plancher pelvien, c'est ce que j'ai mis en rouge. Je ne sais pas si vous allez voir mon petit pointeur. Est-ce que vous voyez mon petit pointeur rouge? Alors, ici, on a fait une tranche comme si on avait tranché la dame en deux au centre du corps. Pour les messieurs, ça serait sensiblement la même chose. On verrait ici le pubis à l'avant, alors l'os du pubis. De l'os du pubis va partir le plancher pelvien qui va entourer ici l'urètre. Vous voyez l'urètre et la vessie de côté? Alors, le muscle vient faire une petite loupe autour de l'urètre. Ensuite de ça, chez la femme, il vient faire une petite loupe autour du vagin. Chez l'homme, il continuerait et il vient faire ensuite une loupe autour du rectum. On a le rectum ici. Et finalement, le muscle va venir s'attacher au niveau du coccyx à l'arrière. Alors, si moi, je mettais mes deux mains entre mes jambes, mon muscle du plancher pelvien, il partirait du coccyx à l'arrière, il viendrait jusqu'à l'avant au pubis. Et comme je vous ai dit, il serait troué par différents petits orifices, l'urètre, le vagin, le rectum. Chez les hommes, juste l'urètre et le rectum. Mais ça serait un muscle qui aurait cette grosseur-là. Vraiment, c'est un muscle assez gros. Et il est à la base du bassin, et c'est pour ça qu'on dit plancher pelvien. OK? Alors, ce n'est pas un petit muscle seulement qui entoure l'urètre. Hein? Souvent, on pense c'est juste quelque chose qui entoure mon urètre ou qui entoure mon anus. Ce n'est pas les sphincters. Les sphincters font partie du gros muscle, mais le plancher pelvien, c'est vraiment un muscle qui supporte tout ça. D'accord? Et quand il se contracte, il va vers l'intérieur du corps et vers l'avant. Et parce qu'il va vers l'intérieur et vers l'avant, il vient comme occlure tous ces petits orifices-là. Donc, il referme l'anus, il referme l'urètre à l'avant. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas de fuite d'urine et de gaz et de sel. D'accord? D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ces exercices-là sont aussi bons si on a de la difficulté à retenir les gaz ou à retenir les sels parce que c'est la même musculature à l'origine. Est-ce que ça va pour l'explication du plancher pelvien? OK? Alors, imaginez-vous que c'est un muscle qui est à la base de notre bassin, plancher, mais qu'est-ce qui arrive avec le temps, avec l'âge? Qu'est-ce qui arrive avec les choses, là, avec le temps? Qu'est-ce qui arrive avec la gravité? Ça descend! Alors, savez-vous qu'en vieillissant, on n'a plus un plancher pelvien, mais on a un hamac pelvien. C'est ça qu'on a. Et c'est ça qu'on va essayer de renforcer tout simplement. On va juste faire des exercices pour renforcer le muscle, pour revenir à une position plus haute qui va faire en sorte que quand je vais tousser puis je vais éternuer, je vais partir d'une position ici pour contracter plutôt que de partir de là pour contracter. OK? Alors, c'est ce qu'on fait avec le plancher pelvien. Donc, la musculature qui nous intéresse, autant présente chez les hommes que chez les femmes. Maintenant, une chose qui est très, très importante, c'est d'être capable d'identifier qu'on fait une bonne contraction du plancher pelvien. Malheureusement, ce muscle-là, il est à l'intérieur du corps et on ne peut pas voir que quelqu'un est en train de faire ces exercices. Si moi, je suis en train de les faire présentement, vous n'avez pas d'indice que je suis en train de les faire. Okay? Même si je me mettais ici, vous ne verriez pas que je les fais. Si je travaille mon biceps, vous me voyez très bien. Donc, quand on travaille notre biceps, on sait qu'on fait la bonne affaire, on voit notre contraction, ça fonctionne bien. Le plancher pelvien, c'est difficile, et parce que c'est un muscle caché, bien, on pourrait vouloir contracter, mais faire l'inverse. On pourrait comme pousser pour aller à la selle, et si, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait si on poussait à répétition comme ça? Bien, on aurait un hamac encore plus bas. Hein? Donc, il faut vraiment prendre le temps de savoir comment contracter. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir, puis vous êtes tous assis, donc vous pouvez le faire présentement. S'asseoir confortablement sur une chaise. Je pense que je vais en apporter une chaise. De façon à ce que vous soyez assis. Est-ce que vous m'entendez quand même? Oui. OK. Donc, de façon à ce
que vous soyez assis et que vous sentiez là, que votre plancher est en contact avec la chaise. Asseyez-vous pas juste au fond de votre chaise. Là. Sentez que votre plancher est en contact. Et là, ce qu'on veut faire, je vous ai dit qu'on essayait de remonter ce plancher-là vers l'intérieur et vers l'avant pour occlure les orifices. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de serrer comme si on voulait retenir les urines et retenir un gaz. Et là, on devrait sentir que ça semble remonter vers l'intérieur. On ne devrait surtout pas sentir qu'on pousse pour aller à la selle. C'est ça le mouvement que je ne veux pas que vous fassiez. Alors, on serre, puis on fait comme pour retenir les urines et les gaz, puis on devrait sentir que le bas du ventre, donc le plancher pelvien, remonte vers l'intérieur et vers le haut. Ça va? Si vous n'êtes pas certain de le faire, bien, ce que vous pouvez faire à la maison, ici, mettez votre main par-dessus votre culotte, et là, vous allez sentir que justement, ça dégage. Il y a un petit peu moins de pression sur votre main. Et là, ça va vous confirmer que vous faites le bon mouvement. Parce qu'il y a un certain mouvement, c'est en termes de centimètres, c'est léger, mais il y a un mouvement vers l'intérieur des orifices au niveau pelvien. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Donc, première chose, il faut s'assurer de bien faire les exercices, parce que si on ne les fait pas bien, tout notre entraînement ne sera pas efficace. Oui. La respiration, comment? Oui, c'est une bonne question, ça. La respiration, quand on fait des exercices, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer avant pour déjà bien oxygéner nos muscles. Et quand on va faire l'exercice, on va expirer. Donc, ce que je vous dirais, c'est inspirer. Et à l'expiration, on serre pour retenir les urines et les gaz. Et ensuite, on relâche. OK? Alors, vous pouvez identifier cette contraction-là. Si, encore une fois, vous n'y arrivez pas, là, pour les dames, vous pouvez placer un doigt à l'intérieur de la cavité vaginale. Si vous vous lavez, là, par exemple, vous êtes dans le bain ou dans la douche, placez un doigt juste à l'entrée du vagin, vous allez sentir que ça tire vers l'intérieur. C'est un bon mouvement. Pour les messieurs, en contractant votre plancher pelvien, ça devrait faire bouger votre pénis un peu vers le haut. Ça veut dire que vous faites le bon mouvement. OK? Fait qu'il y a des petits indices comme ça qui peuvent vous permettre de bien identifier votre mouvement. OK. Donc là, on sait maintenant comment contracter. Maintenant, pour que ça soit efficace, il faut faire les exercices dans différentes positions. Alors, au départ, c'est plus facile de les faire coucher. Pourquoi? Parce que coucher, on peut bien se concentrer, on n'a pas à se concentrer sur d'autres musculatures. Et là, notre plancher pelvien, notre hamac qui est relâché, bien, il ne travaille pas contre la gravité quand on est couché. Versus quand on va être assis, il va travailler contre la gravité. Et quand on va être debout, bien là, on va être contre la gravité, mais en plus de ça, il faut être stable. Donc, vous voyez la difficulté qui augmente. Et même, je vous dirais que dans les programmes d'exercice qu'on donne ici au centre, on a commencé à incorporer de la danse, des ouvertures de jambes, parce que les fuites d'urine, souvent, ils vont arriver quand on marche. Donc, ça va être important de faire les exercices dans les positions où les fuites arrivent. Donc, les jambes, une jambe avant-arrière, on appelle ça la fente avant. Les jambes ouvertes en latéral aussi. Alors, différentes positions. Mais tout ça en progression. Alors, les exercices du plancher pelvien, maintenant, au niveau du nombre de répétitions et quel exercice on doit faire, en fait, les études qu'on a faites ici au centre de recherche nous ont montré que les femmes qui ont des fuites d'urine, et ça s'applique aux hommes aussi, moi je vous dirais, les gens qui ont des fuites d'urine ont un problème au niveau de la force de ces muscles-là, mais pas seulement qu'un problème de force, ils ont souvent un problème de rapidité. Si je tousse, puis j'éternue, puis j'ai une fuite, bien, il faut non seulement que je sois assez fort, mais il faut que je sois assez rapide pour arriver avant ma toux puis mon éternuement. Alors, il va falloir travailler ça dans nos exercices, la rapidité.
Et on a vu aussi dans nos études que souvent les gens ont peu d'endurance. Alors, j'ai développé quelques exercices pour travailler la force, la rapidité et l'endurance. Les exercices du plancher pelvien, quand vous allez les faire, il est important de faire un entraînement comme si vous alliez au centre d'entraînement. C'est vraiment un entraînement là, pour bâtir de la musculature, bâtir du tonus, là, vraiment renforcer les muscles. Alors, on doit faire 3 séries. Ça, c'est la théorie de l'entraînement qui nous dit ça. 3 séries de 8 à 12 contractions, 5 à 7 jours semaine, 8 à 12 semaines. Alors, les études nous montrent que généralement, si on pratique 5 fois semaine, on se donne 2 journées de congé quand même, 5 fois semaine, et on fait ça pendant 3 mois, on va avoir de très bons résultats. Ensuite, on pourra maintenir nos exercices, pas de façon aussi assidue, mais ensuite, on va moins se presser pour aller aux toilettes, on va se retenir un petit peu, donc ça va faire en sorte qu'on va maintenir notre fonction musculaire. Là, je vois des gens prendre beaucoup de notes. Si vous voulez avoir toute cette information-là, nous, on a un site web. Si vous allez sur le site web du Centre de recherche de l'Institut de gériatrie, on a, à Chantal-Dumoulin, on a un site web et on a différents documents. Malheureusement, il n'y en avait pas aujourd'hui, là, mais il y a des documents qu'on a fait avec le gouvernement du Québec, donc que vous pourrez aller voir, qui va tout expliquer tout ça. Donc, prenez pas toutes ces choses-là. Vous allez avoir ça sur notre site. Si vous n'y arrivez pas, téléphonez-nous. On va pouvoir vous envoyer l'information. Alors, il faut faire des exercices et il va falloir pratiquer le NAC. Donc, les exercices, là, force, rapidité, endurance, on va les faire tous les 3 ensemble. Si vous voulez, là, on va faire chacun de ces exercices-là pour que vous les compreniez bien. Mais en plus de ça, il y a un exercice spécial qui s'appelle le NAC que vous pouvez faire aussi. Oui, monsieur, vous aviez une question? Les contractions, y a-t-il un temps? Oui, ça, quand je vais vous les montrer tout à l'heure, vous êtes vite, vous, hein? Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. OK. Alors, le NAC, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Ça vient d'une belle étude qui a été faite aux États-Unis, à l'Université du Michigan. Ça a été fait par une infirmière. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré, quand les dames toussaient, justement, je vous entends tousser, quand les dames toussaient avec une vessie pleine, ils mesuraient la quantité de fuite qu'il y avait dans leur pad. Ensuite, ils leur ont montré qu'une chose. Ils leur ont dit, écoutez, avec la force que vous avez présentement, sans même renforcer votre muscle, si vous étiez juste un petit peu plus synchronisé avec votre toux, vous auriez moins de fuite. Alors, le NAC, c'est ça. C'est qu'à partir de maintenant, ce soir, quand vous rentrez à la maison, dès que vous toussez, vous pensez à moi avant de tousser, et là, vous serrez comme pour retenir les urines et les gaz. Ça va faire que votre hamac va se remonter un petit peu, et là, vous allez tousser, puis la vessie ne descendra pas aussi bas et il n'y aura pas de fuite d'urine, ou du moins, ça va être diminué. Alors, le NAC, si vous voulez, je vais vous le démontrer. Je sais que je vais tousser, donc je serre comme pour retenir mes urines et mes gaz. Je garde la contraction et je tousse en gardant la contraction. Donc, je serre comme pour retenir les urines et les gaz. On pourrait faire comme Madame nous a montré. On inspire avant. On expire. On serre pour retenir les urines et les gaz. Et en gardant, je tousse. Alors, quand vous tousserez, vous penserez à moi, puis vous allez voir que c'est un bon truc. Ça aide. Si ce n'est pas complètement d'éliminer la fuite, ça va la diminuer. Et quand vous aurez renforcé vos muscles, ça va l'éliminer, la fuite, parce que vous aurez suffisamment de force. OK? Alors ça, c'est un bon truc. En une semaine, les gens, juste en leur montrant faire le NAC, une semaine plus tard, ces gens-là sont revenus au centre de recherche et ils ont mesuré
la quantité d'urine dans le pad suite à une toux et ça avait diminué de moitié en une semaine. Donc, il n'y avait pas de renforcement. C'était juste de se coordonner avec la toux. Vous comprenez? OK. Alors, maintenant, je pensais que j'avais mes exercices du plancher pelvien, je ne les ai pas. Alors, écoutez, si vous voulez, je vais rester ici, juste voir la rééducation. Ah, OK, oui, là, je suis à la rééducation de la vessie. Sinon, je vais vous garder jusqu'à ce soir tard. Alors, si vous voulez, on va les faire, les exercices. La force consiste à tenir votre contraction pendant 6 secondes. Éventuellement, quand vous êtes meilleur, le 2e mois de pratique, vous voulez tenir votre contraction pendant 8 secondes et pendant le 3e mois, 10 secondes. On vise 10. Le nombre de répétitions, le 1er mois, c'est 6, 2e mois, 8 et 3e mois, 10. Donc, on vise toujours le 10. Et encore une fois, tout ça, vous pouvez retrouver ça sur notre site. Alors, on va faire une contraction de 6 secondes ensemble, si vous voulez bien. On inspire. On expire. Et on serre pour retenir les urines et les gaz. Et on continue à respirer normalement. Et 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Et maintenant, on relâche. Pas facile, hein, 6 secondes? Et tout ça, c'est fait en contraction maximum. Et vous avez été bon, là, parce que je n'ai pas vu personne avec les yeux qui ont changé. Vous aviez l'air d'être bien isolé à travailler votre plancher pelvien. On va le reprendre une autre fois. Dans le vrai programme, on ferait 3 séries de 6 répétitions de 6 secondes. Donc, on inspire, on expire, et on retient les urines et les gaz, et on tient 2, 3, 4, 5, 6, et on relâche. Là, je vois des gens qui ne savent plus quoi faire trop avec la respiration. Vous pouvez compter tout haut comme moi, parce que quand on compte, on respire toujours un peu. Si on ne compte pas, des fois, on a tendance à bloquer notre respiration. Deuxième exercice que je vais vous montrer, c'est la rapidité. Cette fois-ci, on va faire 6 contractions d'1 seconde. Alors, on va serrer, relâcher, 6 fois. Ça va pour vous? Donc, on inspire, on expire, et on serre 1, on relâche. Et 2, on relâche. Et 3, on relâche. 4, on relâche. 5, on relâche. 6, on relâche. Attention, quand on fait ça, j'ai vu des épaules, là, c'est plus le plancher pelvien, là. Alors, il faut faire attention d'être le plus possible, de faire un exercice isolé pour que votre énergie aille au niveau du plancher pelvien et non pas ailleurs, pour pas que ça se disperse. Mais vous voyez la difficulté, hein? C'est pas facile de faire travailler ce muscle-là. C'est pas un muscle qu'on fait travailler fréquemment. L'endurance. Alors là, l'exercice d'endurance, et ça tombe bien, les Olympiques viennent de se terminer. Je vais vous demander de faire une contraction en forme de podium, si on veut. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une contraction moyenne. Vous allez serrer un peu votre muscle, mais pas à son maximum. Juste une petite contraction, comme le premier palier d'un podium. Ensuite, sans arrêter, vous allez serrer très, très fort et vous allez revenir à une contraction moyenne, sans arrêter toujours, et on va relâcher. Donc, pourquoi c'est de l'endurance? C'est qu'on va travailler 3 fois 6 secondes. 18 secondes sans arrêter. Êtes-vous prêts? OK. Alors, on inspire. On expire. On serre le plancher pelvien doucement, modérément. Et on tient 2, 3, 4, 5, 6. Maximalement, on remonte ça. 2, 3, 4, 5, 6. On diminue un peu sans complètement arrêter. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on relâche complètement. Étiez-vous encore dans une contraction? Pas facile, hein? Donc, ça, c'est de l'endurance, mais en plus, on doit contrôler. C'est du contrôle moteur. C'est très, très bon.
Et ça fait en sorte que notre muscle, quand on va vouloir qu'il réagisse, bien, il va être habitué à répondre à nos commandes, donc il va être plus efficace. D'accord? Alors, avec ces exercices-là, vous allez vraiment aider à réduire vos incontinences et surtout les fuites qui sont en lien avec l'effort, comme je vous disais tout à l'heure. Parfait. Alors, maintenant, on va parler de la rééducation de la vessie, parce qu'on a dit que ce n'était pas tout la musculature du plancher pelvien, que des fois, la vessie, elle nous jouait des tours. OK? Alors, c'est pour qui la rééducation de la vessie? À quel moment vous devriez vous préoccuper de ça? Bien, si vous devez vous lever la nuit plus de 2 fois pour aller à la toilette, bien, c'est peut-être que votre vessie est un peu nerveuse. Normalement, quand on est plus jeune, on va aller à la toilette, on n'ira pas ou on ira une fois. Et en vieillissant, c'est normal d'y aller peut-être 1 à 2 fois. OK? Parce que le fonctionnement des reins se fait différemment, est un peu plus ralenti. Donc, ça se peut que la nuit, on doive y aller. Mais si on doit se lever 2 fois, 3 fois, 4 fois la nuit, c'est pas normal. Puis en plus, bien, ça ne vous fera pas un bon sommeil, là, ça va vous fatiguer. Donc, là, vous devriez vous préoccuper d'investiguer un petit peu plus, d'en parler à votre médecin et peut-être qu'à ce moment-là, les exercices, la rééducation de la vessie vous aiderait. Vous devez fréquemment vous rendre aux toilettes pour des envies pressantes. Donc, si vous avez souvent des envies pressantes, c'est vraiment que votre vessie, elle est nerveuse. Vous devez uriner plus souvent qu'aux 2h30. Donc, normalement, si on boit environ 1 litre à 1 litre de liquide par jour, qui peuvent être des soupes, qui peuvent être de l'eau, qui peut être tout ce qu'on boit dans la journée, bien, on devrait être capable d'aller aux toilettes aux 2h30 à 3h. Si on est toujours aux toilettes, qu'on va aux toilettes aux heures, aux heures et demie, bien, à ce moment-là, là, c'est vraiment un signe là, qu'on a un problème, encore une fois, au niveau d'une vessie un peu trop nerveuse. Vous avez des pertes importantes d'urine qui vous obligent à changer vos sous-vêtements. Bien, ça, c'est en lien avec l'incontinence d'urgence. Et l'incontinence d'urgence, on l'a vu, est liée avec le fait d'avoir une vessie nerveuse. Donc, si vous vous reconnaissez ici, bien, non seulement vous avez besoin de faire des exercices de renforcement des muscles, mais il va falloir faire aussi une rééducation de la vessie. En fait, enseigner à votre vessie de se calmer un peu. OK? Alors, il y a des conseils généraux. Alors, essayez d'aller uriner seulement lorsque vous avez envie. Vous savez, il y a des au cas où. Hein? On dit, je vais aller aux toilettes au cas où. Je vais aller aux toilettes avant de partir de la maison. Si vous avez une longue distance à faire, je suis bien d'accord. Mais si vous allez au cas où, parce que vous avez juste à aller au coin de la rue, faire une petite commission, puis vous revenez, puis que vous n'avez pas envie, ce que ça va faire, c'est que votre vessie, là, elle ne s'habituera jamais à avoir un certain volume à l'intérieur. Donc, votre vessie, elle va vous donner des signaux d'envie quand elle va être moins remplie. Alors, c'est important de la faire travailler. Puis en plus, si vous la remplissez jamais bien, bien, vous ne travaillez pas les muscles du plancher pelvien, vous ne vous retenez jamais, donc ils deviennent paresseux, ces muscles-là. Alors, c'est important de ne pas aller aux toilettes au cas où, mais vraiment d'attendre, est-ce que j'ai vraiment envie? Prenez le temps de bien vider la vessie afin que celle-ci soit complètement vidangée. Alors, des fois, on est bien pressé, on s'assoit sur la toilette sur une fesse, ou des fois, on n'est pas à la maison et on ne s'assoit même pas sur la toilette pour les dames. Hein? Donc, c'est bien important de bien vider la vessie. Les messieurs, si on a une prostate qui commence à être un petit peu plus volumineuse puis qui empêche peut-être un petit peu le flot d'urine, bien, ça vaut la peine d'être patient puis d'attendre de bien vider sa vessie. Les dames, des fois, on a une vessie qui est un petit peu descendue. Vous savez, les descentes de vessie. Et si la vessie est un peu descendue, bien, ça crée un coude avec l'urètre. Puis, il y a une partie de la vessie qui risque de ne pas nécessairement bien se vider. Donc, pour les dames, à la toilette,
on peut juste se balancer d'avant en arrière quelquefois pour aider à bien vider la vessie. OK? Évitez de pousser pour bien vider la vessie également. Donc, essayez de vous retenir. Maintenant, si vous voulez, si vous avez une envie d'uriner, une envie pressante, il faut savoir, est-ce que c'est une vraie envie pressante ou ça fait 5 minutes que je suis allée aux toilettes? Si ça fait déjà 3 heures, bien, c'est normal que j'aie encore envie puis je vais y aller. Si ça fait très peu de temps, bien là, on va se questionner. Est-ce que j'ai si envie que ça? Est-ce que je suis capable de me retenir moi-même puis d'attendre au moins 1 minute? Si j'attends 1 minute, ça se peut que l'envie passe complètement puis que je n'y pense plus. Comment on peut faire pour faire passer l'envie? Bien, vous vous rappelez les exercices rapides que je vous ai fait faire tout à l'heure? Serrer, relâcher, serrer, relâcher. Si vous avez une envie pressante d'uriner, votre vessie là, se contracte beaucoup. Si vous-même vous dites, OK, je n'irai pas tout de suite à la toilette, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon plancher pelvien pour dire à la vessie, c'est fermé ici, là, calme-toi. Alors, ce que vous faites, et ça a été démontré dans la littérature, vous serrez, relâchez, serrez, relâchez, serrez, relâchez, comme on a fait tout à l'heure, 8 fois, et normalement, votre envie devrait être moins pressante. Refaites-le une 2e fois, et vous devriez être capable de ne pas aller à la toilette tout de suite. Plus vous allez être fort avec votre plancher pelvien, plus le signal à la vessie va être clair. OK? Alors ça, vous pouvez contrôler cette envie pressante-là. Donc, faire des contractions du plancher pelvien rapides avant d'aller à la toilette. Donc, on essaie d'augmenter le temps entre les mictions, tranquillement, par exemple. On ne peut pas passer d'y aller aux heures à y aller aux 4 heures. Donc, on augmente d'environ 10 à 15 minutes, puis on essaie de progresser comme ça de semaine en semaine. Le but est vraiment de pouvoir aller aux toilettes environ aux 2h30 à 3h. Lorsque vous avez une envie pressante, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez, quand on a une envie pressante, souvent, on va avoir tendance à « Oh, j'ai une envie pressante, je me penche comme ça. » Qu'est-ce que ça fait si je me penche comme ça? Je mets encore plus de pression sur mon plancher pelvien et sur ma vessie. Je me penche, puis là, en plus, j'ai encore plus envie, donc là, je cours aux toilettes. En courant, je pousse encore plus. Alors, arrêtez-vous si vous avez une envie. Si vous avez une chaise près de vous, asseyez-vous. Il y aura moins de pression sur votre vessie. Votre plancher pelvien, il va être plus soulevé, il va être aidé par la chaise. Donc, arrêtez-vous, respirez profondément, grandissez-vous aussi plutôt que de vous pencher. Contractez votre plancher pelvien 8 fois rapidement. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est de penser à autre chose. OK? Alors, si j'ai la clé dans la porte, c'est parce que je sais très bien que la toilette est proche, que j'ai beaucoup envie. C'est comme un conditionnement de Pavlov, là. Alors, j'ai une dame qui était dans nos projets de recherche qui me disait, « Chantal, moi, quand j'ai commencé le projet, j'avais beaucoup d'incontinence avec l'urgence. Et quand j'arrivais à mon appartement, je mettais le pied dans l'ascenseur et là, ça me prenait, j'avais une envie pressante. Pourtant, 2 minutes avant, je ne l'avais pas. Donc, il y avait un certain conditionnement à se rapprocher de la maison. Alors, on lui avait dit d'essayer de penser à autre chose. Alors, elle s'est mise à rentrer dans l'ascenseur, à faire ses 8 contractions rapides, puis elle s'est dit, tiens, si je pensais à mon petit chat. Mon petit chat, je me demande bien qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il va être à la porte quand je vais arriver? Donc là, elle montait dans l'ascenseur. Elle ne pensait pas qu'elle avait envie. Elle ouvrait sa porte, puis le petit chat était là, puis elle me dit, Chantal, j'oublie même d'aller aux toilettes, je m'en vais lui donner à manger à mon petit chat. Alors, ce n'est pas mauvais d'essayer de penser à autre chose parce que souvent, la crainte d'avoir une fuite fait en sorte que notre envie devient de plus en plus pressante. Donc, le stress accentue ces envies-là. Alors, en contractant et en pensant à autre chose, vous allez vous aider.
Alors, ça va pour l'entraînement de la vessie. La vessie peut être entraînée à être moins nerveuse si vous faites des exercices et si vous pensez à autre chose. Maintenant, il faut également changer ses comportements parce qu'il y a certains comportements qui augmentent les risques d'avoir des fuites d'urine. L'obésité, entre autres, c'est un facteur de risque. Alors, si on a un surpoids très important, le fait de perdre du poids, bien, il y aura moins de poids sur notre hamac. Alors, ça va l'aider à être capable de mieux contracter. Si on a des toux chroniques, alors ça vaut vraiment la peine de consulter son médecin pour avoir quelque chose, avoir une médication, parce que en toussant en répétition, on affaiblit notre musculature. Okay? Et bien sûr, je vous l'ai montré maintenant, faites le NAC, serré avant et pendant les toux, ça va vous aider. La constipation, c'est un autre élément qui peut affaiblir le muscle de façon continue parce que quand on est constipé et qu'on pousse beaucoup à la selle, on affaiblit notre hamac encore plus. Donc, on ne veut rien qui pousse sur ce hamac-là. On veut le renforcer, on ne veut pas le presser vers le bas. Alors, pour éviter la constipation, on mange des fibres, on boit suffisamment. Souvent, parce qu'on a de l'incontinence, on boit peu. Buvez suffisamment, ça va vous aider de ne pas être constipé. Et on bouge aussi, on marche, on fait des massages au niveau de notre intestin pour aider à ne pas être constipé. Il y a des irritants de la vessie également. Alors, vous savez, quand on prend un café, on a des envies plus pressantes immédiatement après avoir pris un café, puis des fois, on a même des fuites après un café. Alors, tout ce qui a de la caféine, que ce soit le Coca-Cola, que ce soit le café, même le chocolat, malheureusement, on va se garder d'en prendre un petit peu pareil. Tout ça va irriter la vessie. Les aliments très acides aussi. Donc, le matin, si vous prenez un pamplemousse avec un gros café puis une toast au Nutella, vous risquez d'avoir des petites urgences. Alors, les mets épicés aussi. Alors, moi, je ne vous dis pas d'arrêter tout ça, mais d'en prendre conscience et peut-être de faire des essais. Peut-être que le café, je vais le garder quand je suis à la maison. Peut-être que je ne le prendrai pas au restaurant quand je m'en vais au théâtre puis je dois rester assis pendant 2 heures, 3 heures après. Donc, vous pouvez faire des essais, essayer de voir quels sont les irritants qui influencent plus votre vessie, puis essayer de les contrôler. OK? Je vous encourage à prendre plutôt que du café, des tisanes, de prendre des choses qui sont plus douces, peut-être des soupes chaudes, de l'eau citronnée, pour éviter d'irriter votre vessie. Une dernière chose peut-être, si vous avez de l'enflure au niveau des jambes en fin de journée, on n'y pense pas, on se couche, puis la nuit, on doit se lever aux toilettes plusieurs fois parce que, puisqu'on est allongé, notre enflure est revenue vers notre circulation générale, vers notre cœur, et là, nos reins ont fait le travail, puis on s'est levé plusieurs fois la nuit. Alors, de se relever les jambes plusieurs fois dans la journée, comme juste avant le souper, par exemple, là, prendre un petit temps où on a les jambes plus élevées, on fait des petits cercles avec les chevilles, ça va aider à ne pas surcharger la nuit nos reins, et à ce moment-là, on va moins se lever la nuit. Donc, une autre petite suggestion au niveau des changements de comportement au niveau de la vie. Donc, en conclusion, je ne prendrai pas plus de votre temps, identifiez bien les muscles du plancher pelvien, puis je suis contente parce que je pense qu'on l'a bien fait ensemble. Pratiquez vos exercices intensivement pendant 3 mois et je vous dis, allez voir notre site, vous allez avoir l'information et sinon, communiquez avec nous. Rééduquez votre vessie, ce n'est pas votre vessie qui mène, c'est vous qui menez votre vessie. Ayez de bonnes habitudes de vie et finalement, restez actif, ne vous isolez pas, l'incontinence ne doit pas vous arrêter. Alors, je vous parle 2 secondes d'un projet qu'on a en cours, le projet groupe. Alors, c'est un projet où on teste des traitements de physiothérapie pour l'incontinence urinaire chez la femme et ça implique une évaluation. Vous êtes randomisé à un des traitements, 12 semaines d'exercice avec une physiothérapeute
et une évaluation post et finalement un suivi d'1 an. Hein, on vous rappelle de temps à autre et on vous revoit 1 an. Alors, si jamais vous êtes intéressé, Laura-Anne est à l'arrière avec les pamphlets. Et sinon, comme je vous dis, communiquez avec nous ou communiquez avec les gens de l'Observatoire. Ils vont nous transmettre l'information. On a des documents pour vous aider. À la bibliothèque ici, il y a même un petit DVD avec des exercices qui pourraient être intéressants pour vous. Mais surtout, ne laissez pas l'incontinence là, vous arrêter. Merci beaucoup pour votre attention.